Pour moi, ça représentait Victor Bronner, c'était que je venais voir. Et aussi les lignes de chemin de fer qui avaient conduit à l'atelier de Mondrian, qui était autrefois beaucoup plus bas. Donc on peut dire que le lieu où nous sommes est une espèce de triangle entre un certain surréalisme, oui. Mondrian à l'autre bout, et le douanier Rousseau à l'autre bout aussi. Si vous voulez, et moi-même qui je crois ne peut pas être qualifié dans aucun de ces groupes, mais qui aimait ces hommes, tout au moins ceux que j'ai connus comme Mondrian et Bronner. Et vous savez, Montparnasse, ça a été aussi les lieux où il y avait des ateliers. Je crois que vous vous intéressez à la rue Daguerre, où il y avait là des tas d'ateliers, où se sont réunis les hommes et ainsi les pensées. Je crois que 19 rue Daguerre, l'abstraction aussi s'est développée. Parce qu'on pouvait y trouver un atelier facilement au moment de... C'était vulgaire. Mais je ne sais pas pourquoi on ne lit pas généralement la naissance de l'art abstrait à Montparnasse. Mais c'est une erreur, je crois que c'est là où d'ailleurs sont venus. Là, je crois qu'à Montparnasse se logeaient les idées violentes. Et au moment où l'art abstrait est une chose violente, qui n'intéressait presque personne, eh bien, l'art abstrait certainement s'est développé, en ce qui nous concerne, à la fin des années 20, mais il existait déjà depuis le cubisme. Il y a des gens comme Kupka, dont on ne parle plus, qui l'avaient fait bien avant la guerre de 14. Dès 1910. Dès 1908 même, je crois, ou Kandinsky en Allemagne ou d'autres. Mais il a eu ses surjets, et ses surgeons en quelque sorte, après la Première Guerre. Pourquoi pensez-vous que l'histoire de l'art enfin, est à ce point cachotier en ce qui concerne l'art abstrait et Montparnasse? Car encore une fois, le lien ne se fait pas. Je vais vous expliquer ceci, c'est assez facile à comprendre, c'est que l'art abstrait n'avait pas de poète. C'était un art de silence, un art muet, et si on en a beaucoup parlé depuis, au moment où on le faisait, on n'en parlait pas du tout. Le premier d'ailleurs qui est parlé, je crois, de l'art abstrait est sans doute Michel Seufort, et le deuxième Anatole Jakowski. C'est un spécialiste de Montparnasse. Anatole Jakowski nous disait que plusieurs fois il est allé rendre visite à Mondrian dans son atelier, et je dois dire que pour moi, c'était assez surprenant de voir à quel point Mondrian a eu une place importante dans Montparnasse. Là encore, l'association d'idées ne se fait pas entre Mondrian et Montparnasse. C'est que la célébrité de Mondrian, dans ce temps-là, reposait sur quelques personnes qui venaient le voir, et on l'a vu, on ne reconnaissait pas dans cet homme qui allait faire son marché funèbre avec un chapeau et des chaussettes à fleurs, l'homme qui avait inventé les célèbres signes d'abstrait. Mondrian était un homme des plus exquis, un artiste absolument exemplaire, j'ai toujours grand plaisir à parler de lui. Et vous qui l'avez connu, je crois que c'était surtout un homme secret. C'était un homme secret, mais qui s'expliquait volontiers s'il était sûr qu'on l'écoutait. Il avait des boutades auxquelles il tenait beaucoup, il soignait, comme d'autres soignent leurs histoires. C'est ainsi que, peu après le mariage de Calder, chez cet excellent ami et grand artiste qui prenait plaisir à nous recevoir, moi, tout jeune peintre et content de venir là dîner, j'ai rencontré Mondrian. Mondrian, plus âgé que moi, affectait cependant de me tutoyer et me dit « Comment vas-tu » Je lui dis « Mais ça va bien, c'est le printemps ». Et Mondrian, tout debout, comme ça, fier, silencieux, qui roulait sa cigarette de papier avec beaucoup d'adresse, dit « Mais ça me fait rien. » Et une autre histoire s'est passée encore plus tard, parce que Kandinsky, cet autre homme admirable, est arrivé à Neuilly et prenait aussi plaisir à nous recevoir. Alors Mme Kandinsky a arrangé des groupes d'artistes pour nous aller entre eux. Et moi j'étais toujours dans le même, qui comportait Arp, Mondrian, Magnéli et quelquefois Banconnier. Et moi j'étais le plus jeune. Si on m'avait mis naturellement à la place la moins honorable, j'avais le dos à la fenêtre. Et Mondrian était à la place la plus distinguée, exactement de l'autre côté. Et Mme Kandinsky remarque que Mondrian ne buvait pas son thé. Elle dit Mondrian, son thé ne plairait-il pas? Mais je voudrais changer de place. Je voudrais mettre à la place d'Éléon. Elle me dit mais pourquoi vous n'êtes pas bien assis? Je dis non, mais je vois un arbre. Comment était l'atelier de Mondrian? Eh bien, c'était une pièce discornue qui donnait d'un côté sur le voie de chemin de fer de la gare Montparnasse et de l'autre sur la rue du départ, au 26. Et Mondrian avait meublé, si l'on peut dire, les grands plans de son atelier avec des carreaux de couleurs mesurés, dont il se servait pour établir un espace au milieu duquel se produisaient ces tableaux. Ces tableaux étaient des rencontres de violentes lignes droites, de violentes lignes horizontales, dans un espace, et pas du tout sur une surface plate. Et les derniers tableaux de Mondrian, assez curieusement, reconstituent son atelier à l'intérieur de son signe orthogonal. On voit, n'est-ce pas, se faire de tout petits morceaux de couleurs qui me rappellent à moi l'atmosphère de son atelier, qui était au fond pleine d'étoiles carrées. Tu ne dois pas oublier que je suis à la base un peintre abstrait, un élève spirituellement, sinon matériellement, de Mondrian et de Arp, et que c'est en
en cherchant à approfondir mon abstraction, que j'ai trouvé tout d'un coup que j'avais mis en œuvre un système de représentation. Si tu veux, j'avais multiplié tellement les plans et les lignes dans les tableaux abstraits que tout d'un coup le monde apparaissait à travers. Alors quand je regarde les toits maintenant, j'y vois une sorte d'abstraction naturelle, c'est-à-dire des plans, des lignes, des rythmes que j'aimais tellement dans la période non figurative, et maintenant tout d'un coup, je vois quelque chose de plus abstrait au fond, dans mon sens de l'abstraction, que je n'avais moi-même pu inventer. La nature m'a paru le maximum de l'abstraction, si tu veux. Oui. Alors ces toits, tout d'un coup, me saisissent, et les mêmes formes que j'employais à ne représenter rien, se mettent tout d'un coup à réaliser, plutôt qu'à représenter des toits. Tu vois, ça me permet de te répondre. Je disais tout à l'heure que toi, tu te demandais ce que tu allais faire, quel sujet. Alors moi, jamais de ma vie, j'y ai pensé. C'est toujours une chose, c'est imposé à moi. Tu vois, oui. On commence donc par des bouts différents. Tu commences par une émotion et tu arrives à un objet que je vois très clair et très beau devant mes yeux. Moi, je commence par un objet et j'arrive à une image. Après toutes ces... Je travaille au confluent, si tu veux, d'une chose mentale et d'une chose vécue. Mais toi aussi. Oui. Mais ce qui est entré chez moi, alors, comme une espèce de bonheur avec ce changement, c'est l'expérience, c'est que j'ai pu voir au dehors quelque chose qui ressemblait à mon rêve. Si je peins les toits, c'est qu'il ressemble à quelque chose d'abstrait qui est en moi. Oui. On entend par figuratif en général le nombre de boutons qu'il y a sur un veston, n'est-ce pas? Alors que ça, ce n'est jamais qu'une chose qui est par-dessus. Oui. Le figuratif, c'est une tentative à partir de la figure d'accéder au mystère de l'être qui est très profond. Oui. N'est-ce pas? De même que l'abstrait, c'est aussi une tentative d'arriver à la vie. Ça n'est pas au contraire dépouiller la vie, la transformer dans un couvercle de boîte. Jean Hélion, vous étiez avant-guerre peintre abstrait par rigueur intellectuelle et rigueur plastique. Et puis, le phénomène de la guerre, de l'occupation, nous a révélé un autre Hélion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette transformation, cette mutation, devrais-je dire? Bien, d'abord, je dois vous dire qu'elle est tout à fait involontaire, elle s'est imposée à moi. Ça a été pour moi la découverte de la réalité. Vous savez, j'étais tombé, comme pour ainsi dire, dans l'abstraction, à la recherche de la réalité visuelle, de ce qui se voyait, de ce qui pouvait se montrer, c'est-à-dire des signes, des structures, des tâches. Et puis, après 10 ans de cette sorte d'ascèse, je me suis aperçu que le monde était toujours plus beau à mes yeux que ce que je faisais moi dans mon atelier. Et cette aventure a coïncidé avec l'épouvantable désastre de la guerre et en ce qui me concerne avec la captivité, à laquelle j'ai abouti très rapidement, où j'ai été privé de tout. Et je sais qu'en captivité, j'étais aussi bien privé de mes pinceaux que de la vie même, mais ce dont je rêvais, ce n'était pas de triangles ou de formes abstraites, c'était de femmes, de peints, d'arbres. Enfin, c'était ça qui m'a semblé le plus essentiel. Vous allez exposer prochainement à la Galerie Saint-Germain une quarantaine de toiles récentes. Sur quel thème? Eh bien, vous savez, les thèmes, j'ai failli vous répondre tout de suite, ce sont toujours les mêmes, en vérité, c'est pas exact. Mais ce que je fais, c'est un objet que j'ai rencontré et qui ressemble à mes plus beaux songes. Par exemple, l'été dernier, dans mon atelier de campagne, ma femme est entrée dans l'atelier, tenant un chou dans ses bras. Je n'avais jamais rien vu de plus beau, ni de plus abstrait. Comment faire l'autoportrait d'un peintre? Par quel bout de prendre? Par son atelier. C'est l'atelier, c'est l'arme du peintre, c'est lui qui est à l'envers, en quelque sorte, en fait. Tout tripe dehors, dans un atelier. Tout se met comment? Chaque objet est là parce qu'il signifie quelque chose, parce qu'il en a besoin. Alors, en ce moment, l'objet qui m'importe le plus, c'est ce bassin. Il y a pourtant longtemps, il y a 20 ans, j'ai eu tout d'un coup subitement besoin d'un bassin, ça me manquait comme de l'air. Et j'ai emmerdé tout le monde qui attend qu'on m'en trouve un, et un médecin m'en a apporté un. Et j'ai essayé de l'essayer, je ne suis pas arrivé. C'est incompréhensible. Puis tout d'un coup, je l'ai vu. Je l'ai vu que cet objet qu'on porte comme ça tous au milieu du corps, c'est une chose unique. Il va dans toutes les directions, il est creux, il est plein, il a des ailes, il vole, il a des ongles. Et tout ça fait un être. Il a l'air curieusement fait à la main, on dirait que ça a été meublé au pouce. Par ici, c'est là où un enfant est sorti, toutes sortes de choses sont entrées. C'est comme ça, c'est quelque chose de clair au milieu de l'être. C'est infiniment mystérieux que ce soit si clair, mais c'est pas ce que je vous dis arrive à être compréhensif. Mais en ce moment, je suis en train de rassembler des objets, et de tous, c'est celui qui brille le plus. Alors, les natures mortes qui sont chez moi des suites d'objets, des suites d'idées, des suites de sensations, en ce moment sont couronnées en quelque sorte par ce bassin. Mais c'est à ça que j'ai travaillé récemment.
Voilà, un saint qui trône au milieu de la table, il trône pas comme un empereur, il trône comme un système clair, enfin comme un objet riche, un objet éloquent. Et ce qui est merveilleux dans les objets, c'est qu'ils sont d'une certaine façon nucléus du monde. Ce monde est incompréhensible, il y a plein de choses diverses, d'objets épars, de gens qui ne se connaissent pas. Alors le père les met ensemble parce qu'il les reconnaît pour lui. Mais pourtant, tout chez moi tend à l'accomplissement ultime d'une grande toile. C'est ainsi que, faute de pouvoir faire de très grandes toiles, j'ai fait des triptyques qui réunissent une grande largeur d'idées, une grande évolution de sentiments, de formes, de couleurs et d'objets. C'est peut-être ça, une sorte de rêve qui date de mon émerveillement dans la Sixtine. Ça paraît tellement beau qu'un homme puisse dérouler son âme, son esprit et son imagination dans une surface pareille. Faute d'avoir le plafond de Sixtine, eh bien, j'ai inventé des triptyques qui sont des petites Sixtines. Mais j'aimerais finir ma vie sur un grand tableau en passion. Ce serait une chose assez merveilleuse de pouvoir rassembler, et j'y rêve déjà, tous les thèmes et tous les objets, tous les motifs et toutes les formes d'une vie dans une seule image. Car l'image a ce pouvoir merveilleux de pouvoir être elle-même et multiple, de pouvoir rassembler toutes sortes d'états, toutes sortes de degrés. Et alors la sensibilité de l'homme est telle que devant, comme un chef d'orchestre devant un orchestre très nombreux, il arrive avec tous ses instruments d'épars divers à faire une seule phrase. Il y a ce phénomène-là chez l'artiste, résumé des pensées, des sensations, des expériences, des admirations, des souvenirs, des rêves, des fantasmagories et des expériences, les résumer dans des choses très simples. Mais vers 1929-1930, vous avez peint de plus en plus vite les objets qui étaient autour de vous. Oui, c'est-à-dire là évidemment il y a une cadence, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'une aptitude de la main se développe, l'exigence de l'esprit vous emmène dans une course, on voudrait saisir éperdument cet objet. C'est l'interrogation presque métaphysique, pourquoi diable dois-je peindre cet objet? Qu'est-ce qu'il recèle donc dans ses flancs qui fait qu'il me passionne à ce point? Alors à coup de pinceau, je l'ai assommé, je l'ai cassé, vous voyez, pour voir ce qu'il y avait dedans, comme un gosse démonte une horloge. Et l'abstraction est née de la démolition de l'objet pour voir ce qu'il y avait dedans, d'une part, et de l'autre de la violence des coups de pinceau qui veulent le saisir, enfin à bras le corps. La peinture, c'est un fait qui est toujours également mental et physique. Alors l'explication, à toute explication mentale doit correspondre à une explication physique. Je cherche le sens de l'objet à poigner, n'est-ce pas, un gros coup de pinceau, n'est-ce pas? Et alors là, les formes se démolissent, vous voyez l'abstraction qui spontanément se crée. L'abstraction est un degré de vision, au départ. Pour moi, ce tableau est le comble de l'abstraction, dans la mesure où l'abstraction est la vie des signes. Regardez, chaque chose est composée d'une façon visuelle. Dans une jambe qui est simple et un système de plis au-dessus qui est complexe. Ça, c'est une véritable abstraction. Par ailleurs, il y a une exigence angulaire considérable. Il n'y a pas deux jambes qui vont dans la même direction. Il y a une sorte de série d'obliques, n'est-ce pas, qui se résout sur quelques verticales, qui est absolument prodigieuse. Enfin, tout le bas du tableau fait une abstraction étonnante. Là, nous avons aussi la courbe de cette passerelle avec l'angle du bras. Vous savez, Poussin pense comme ça, il exprime les contrastes de pensée par des contrastes de formes très visibles. Il y a une idée de variation continue au même niveau d'exigence. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que la jambe est verticale, que la cuisse est oblique, que la femme s'en va dans un sens et l'homme dans l'autre, et que tout est un signe parfaitement stable sur lui-même. Finalement, je crois que ce qui domine là-dedans, c'est l'abstraction, c'est-à-dire l'expression par le signe. Alors l'anecdote, c'est-à-dire au fond l'intérêt des vêtements opposés aux architectures ou aux cuisses, est mineur, me semble-t-il. Pour vous, ce tableau est un grand signe. Pour moi, c'est probablement le signe le plus profond que je connaisse, ou que je sache déchiffrer. Et combien on peut goûter, par exemple, ici, la parenté des colonnes, des personnes. Je ne sais pas, ça me paraît. Vous pouvez interroger ce tableau sur tous les plans. C'est ça qui est profond. Il vous répondra. En vérité, Poussin, c'est quelque chose comme Cézanne, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est un degré d'exigence inouï, inconnu auparavant. C'est à tort qu'on compare Poussin à des peintres italiens. Ils leur empruntaient leur technique et quelquefois leur bagage, mais jamais leur usage des formes.